Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau Life Alphabet. Désolé, je ne suis pas Laurent Petit, Raphaël Almerge en charge de la formation commerciale chez Alphabet. Je remplace aujourd'hui Laurent. Mobilité durable et déplacement des collaborateurs, ce sont les sujets qu'on souhaite aborder avec vous aujourd'hui. Et vous allez voir que les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans ces sujets. Je suis accompagné de deux invités avec moi. Je suis accompagné de Christophe Gay, tu vas te présenter juste après. Christophe du forum Vie Mobile, et tu vas nous apporter un peu de contexte et prendre de la hauteur par rapport à ce sujet. Je te laisse te présenter rapidement, Christophe. Bien, je co-dirige le forum Vie Mobile, donc on est une association qui travaille sur la transition vers des mobilités désirées et durables. On s'appuie sur des recherches universitaires en France, à l'étranger, mais aussi sur des travaux d'experts et des processus de démocratie participative. On en tire des propositions qu'on adresse au pouvoir public et aux entreprises. Merci Christophe, on va démarrer juste après avec toi, mais je me tourne maintenant à ma droite vers Stéphane Lefebvre, qui est chargé d'affaires chez Alphabet. Toi, tu vas plutôt nous parler solutions aujourd'hui, Stéphane. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour Raphaël. Effectivement, moi je travaille chez Alphabet depuis 8 ans maintenant. Je suis en charge d'accompagner mes clients dans la transition économique et énergétique notamment. Merci beaucoup à vous deux. Alors, avant de commencer, on va rappeler un petit peu les règles du jeu. Vous avez un fil de discussion à votre disposition. Vous pouvez poser vos questions. On y répondra avec plaisir à la fin de cette session. Bien entendu, le temps est compté, donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Nous, on les recueillera et on les répondra après. On a aujourd'hui 4 grande partie qu'on va traiter ensemble. On va commencer avec toi, Christophe. D'abord, effectivement, toute la partie cadre et enjeu, perspective. Toi, ensuite, tu vas aborder plutôt les solutions, Stéphane, de ton côté. Et également, très important, on va prendre 3 cas concrets qu'on pourra vous exposer parce qu'on a estimé utile de pouvoir prendre des cas du quotidien et qu'on pas transposer et dire comment on peut transposer des cas du quotidien vers des nouvelles mobilités. Très important. Pour commencer, d'abord quelques mots d'Alphabet. Alphabet, c'est... il me faudrait juste le retour, s'il vous plaît. Alphabet, donc merci. On est présent depuis 26 ans, on est l'expert en termes de mobilité. On est présent dans 31 pays, ça correspond à peu près 30 000 clients. Et surtout en France, nous accompagnons les mobilités de 103 000 conducteurs. Avant de te laisser la parole, moi j'aimerais te donner 3 chiffres principaux, Christophe, qui sont effectivement des chiffres, ce qu'on a eu suite à une enquête IFOP. 73% des actifs français utilisent un véhicule. Après, je dirais qu'il y a la règle 20-20. Alors 20-25, mais c'est, le temps quotidien moyen des trajets domicile-travail, c'est 20 km et 25 minutes, globalement. Mais ce qui est important et ce qui va nous permettre de démarrer ensemble, Christophe, c'est surtout la partie que 85% des sondés souhaitent améliorer, voire une amélioration dans leur transport du quotidien, leur transport professionnel. Donc je te propose effectivement qu'on démarre cette première partie avec toi. Et je sais que toi tu es fan de mer et de dauphins, donc j'aimerais que tu nous emmènes dans ton delphinarium et que tu puisses nous expliquer, en tout cas nous décrypter le contexte maintenant, s'il te plaît. Bien volontiers, merci. Mais si je pouvais avoir aussi le retour des slides, ça serait absolument merveilleux. Idem. Merci. Alors, avant peut-être de rentrer sur le sujet directement des entreprises, je serais vraiment intéressé de brosser un cadre plus général. Et si j'avais les slides, ça serait vraiment plus simple. Donc, le premier point, c'est qu'il faut avoir en tête qu'on vit dans un monde qui a été transformé par la révolution de la vitesse, permise par l'invention de la voiture, du train et de l'avion au XIXe siècle.
Cette révolution est absolument formidable, on l'a oublié, mais on a multiplié par 24, par exemple, la vitesse de déplacement grâce au train à cette époque. Et le deuxième élément qui est absolument fondamental, c'est que cette vitesse, très progressivement, s'est démocratisée dans son accès tout au long du XXe siècle. Et en particulier pour ce qui concerne la voiture à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et pour donner un seul exemple, entre les années 1970 et 2017, le prix du kilomètre parcouru en voiture a été diminué par 4. Troisième élément, c'est que ça a permis en fait une extension des déplacements, c'est-à-dire qu'on a pu parcourir des distances beaucoup plus importantes. En un siècle, on est passé de 6 km à 60 km. Donc c'est considérable. Et ce qui est intéressant, c'est que si au début, évidemment, cette vitesse, on s'en est servi pour aller plus vite et gagner du temps, en fait, ensuite, notre budget temps de transport, comme disaient les spécialistes, est resté constant, autour d'1 heure, grosso modo. Et qu'est-ce qu'on a fait, au fait, du temps gagné ? On a profité pour aller plus vite, pour avoir des activités qui sont beaucoup plus dispersées dans l'espace, mais aussi, du coup, beaucoup plus concentrées dans le temps, parce que nos modes de vie, aujourd'hui, sont beaucoup plus intenses, parce que si on peut aller plus loin, en fait, on a toujours seulement 24 heures pour les réaliser, et donc c'est une contrainte très forte qui pèse sur nos vies. Oui, effectivement, et ça c'est clair, Christophe. Maintenant, la voiture reste quand même essentielle pour nous au quotidien, tu es d'accord ? Totalement, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout au long du XXe siècle, comme je le disais, il y a une démocratisation de l'accès à la voiture, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Et même à tel point qu'on a pu penser, les pouvoirs publics ont pensé qu'on allait se déplacer exclusivement en voiture, jusque dans les années 70, où là, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes d'encombrement, de congestion, qu'il fallait faire quelque chose, en particulier dans les grandes villes, et on a remis en place des transports collectifs qui avaient quasiment disparu. Et de fait, aujourd'hui, 80% de nos déplacements sont effectués en voiture. Mais ça veut dire que si on met de côté les grandes villes ou parfois des villes plus petites, on a quand même énormément besoin de la voiture, et en particulier dans les espaces ruraux et périurbains. C'est amusant ce que tu racontes effectivement dans cette avancée, en tout cas de la genèse de tout ça, et de voir comment ça a évolué. C'est vrai que ça veut dire qu'aujourd'hui on est complètement, d'une certaine manière, encore dépendant de la voiture, qu'elle est indispensable dans nos modes de vie, et en particulier on est, disons, encastré dans ce qu'on appelle le système voiture, c'est-à-dire des routes. On a un des plus beaux réseaux routiers européens. On a 16 km de route par personne, c'est 2 fois plus que le suivant immédiat, 3 fois plus que l'Espagne, pour vous donner une idée. Ça veut dire qu'on a une industrie automobile, une industrie pétrolière, on a des stations-service qui sont là pour permettre le fonctionnement de ces voitures. On a évidemment la publicité, et puis on a l'État qui prélève des taxes importantes, et l'organisation du territoire s'est faite en fonction de cette possibilité de se déplacer rapidement. Donc il y a les endroits où l'on habite, les endroits où on travaille, les endroits où on va faire ses courses, et tout ça est vraiment dépendant de la voiture pour l'essentiel. Oui, voilà, donc c'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, c'est vrai, puis on essaye aussi parfois d'habiter pas loin de son travail, donc pour avoir le minimum de déplacement. Pas toujours facile. Justement, à propos de déplacement, tu parles effectivement des déplacements en général. Qu'en est-il des déplacements liés au travail ? Ils occupent toujours une place prépondérante ? Alors, peut-être pour comprendre la place des déplacements au travail, juste deux chiffres en fait, sur la place de nos déplacements en général. On a fait une enquête pour mesurer tous les déplacements réguliers que font les Français. Et on a constaté, je dirais avec surprise, que ça représentait 400 km par semaine en moyenne, parce qu'il y a évidemment des grandes différences entre ceux qui se déplacent le plus et ceux qui se déplacent le moins, et que ça représentait 10 heures de déplacement par semaine, donc 1 jour et demi. Et c'est grosso modo la distance Paris-Nantes, 400 km. Alors, au sein de ces déplacements, les déplacements domicile-travail, ou plus exactement, les déplacements liés au travail représentent 40%, un peu plus de 40% des déplacements, et 40% du temps passé à se déplacer. Donc ça reste vraiment très important, même si désormais, c'est tous les autres déplacements qui ont pris le dessus, qui sont plus majoritaires. Mais c'est la première source de déplacement. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que quand on pense mobilité liée au travail, on a tendance à penser déplacement domicile-travail. C'est vrai que 82% des Français sont dans cette situation de se déplacer pour aller à leur travail. Mais il faut voir aussi qu'il y a 40% des déplacements qui s'effectuent dans le travail et qui peuvent se rajouter, bien sûr, à ces déplacements domicile-travail. Donc il y a bien sûr les gens qui ont un métier qui les amène à se déplacer professionnellement, conducteur de bus, conducteur de train, conducteur d'avion, livreur, commercial. Mais il y a aussi les déplacements qu'on est obligé d'utiliser, par exemple une infirmière qui va à son domicile de ses patients, ou un médecin qui se déplace pour voir ses patients. Donc voilà, donc c'est très important, 40% de déplacements sont assez liés à nos déplacements. À notre travail, s'effectuent au sein de notre travail.
Alors, si on voit ça, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui et qui est quelque chose de neuf, c'est la révolution du télétravail. Alors on va dire merci, je n'oserais pas le mot merci, mais avec là où le Covid, je ne sais plus comment on dit maintenant, si c'est là où le, peu importe, mais effectivement le télétravail a pris un essor considérable et je pense que c'est arrivé aussi dans les mœurs en disant que là on a confiance aussi aux collaborateurs qui sont en télétravail. Ce n'est pas le travail devant la télé. Alors bien sûr, même si certains encore aujourd'hui disent que dans le télétravail il y a télé, oui. Effectivement, les entreprises ont quand même acté la transformation massive du Covid. Avant, il y avait 3% des gens qui télétravaillaient. Aujourd'hui, c'est à peu près un tiers des Français, 40% en Île-de-France et à peu près, donc c'est essentiellement des cadres, mais il y a aussi des employés, 17%. Donc c'est pas un phénomène exclusivement réservé aux cadres. Et ça a eu des conséquences puisque effectivement 2 jours par semaine en moyenne, les gens télétravaillent. Parfois ça peut être plus, parfois c'est moins, mais la moyenne c'est 2. Et ça a des conséquences parce que ça a des conséquences sur la manière dont les gens se déplacent. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu un regain de mobilité alternative aux mobilités liées au travail. C'est-à-dire que les gens vont prendre leur vélo, vont aller marcher dans leur quartier, ils vont moins prendre leur voiture. Donc ça, c'est une conséquence importante. C'est aussi une conséquence sur l'aménagement, puisque désormais, les gens vont plutôt faire leurs courses à côté de chez eux ou déjeuner à côté de chez eux. Ça se fait au détriment des quartiers d'affaires qui perdent de l'activité. Les entreprises réduisent la taille de leurs locaux. Donc ça a vraiment des conséquences très importantes et qui sont encore en cours et dont on n'a pas encore vu tous les effets. Et puis ça a aussi des conséquences sur le système de transport collectif, puisqu'on a une tendance à avoir des super pointes le mardi, le jeudi, oui. Et les autres jours, en fait, ils sont des sortes d'extensions du week-end, ou toujours pour les femmes, souvent, qui s'occupent encore des enfants et qui télétravaillent un peu plus le mercredi. Il y a des pays dans lesquels, je pense à l'Angleterre, où effectivement le télétravail le vendredi est très instauré, ça ne pose pas de problème. Merci Christophe. Parlons un peu d'enjeux. On parle d'enjeux climatiques, on parle effectivement de nouveaux modes de vie. Concrètement, quels sont aujourd'hui les changements qui deviennent impératifs ? Alors, la chose par laquelle je voudrais commencer, c'est la question qui est liée aux émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire ces fameux gaz qui sont produits par l'activité humaine et qui contribuent au réchauffement du climat par le fameux effet de serre. Alors, il faut savoir qu'en France, le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre avec plus de 30%. Et quand on regarde dans le temps la manière dont ça a évolué, là je vous propose de regarder sur à peu près 60 ans. Donc c'est un travail qui a été fait par un thésard, Aurélien Bigot, et qui montre quoi ? Il montre que, et ça je vous propose de vous concentrer sur les 2 courbes qu'on voit dans le haut du diagramme. Vous voyez une courbe rouge, c'est la quantité de déplacement qu'on effectue et leur longueur. Et juste en dessous, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que c'est le facteur d'augmentation et de la fréquence des déplacements et de leur longueur qui explique pour l'essentiel nos émissions de gaz à effet de serre dans le champ du transport, dont la moitié d'ailleurs est liée à la voiture. Et les autres facteurs, que ce soit l'utilisation des transports collectifs, la meilleure efficacité des moteurs, le nombre de personnes qui sont à bord des véhicules, le type de carburant, de fuel qu'on utilise, eh bien tout ça se compense. Et donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est ça la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et il n'est pas certain que le simple passage à l'électrique suffit à résoudre cette question. Voilà. Alors, si on regarde la slide suivante, on voit que l'effort à accomplir il est effectivement considérable. Vous voyez, on voit que les émissions ont un petit peu baissé ces derniers temps, en particulier à cause de la Covid et à cause aussi de la crise de l'énergie. Mais que ce qui reste à accomplir est considérable, puisque, vous voyez, on voit à quel endroit on est aujourd'hui. Il faut qu'on arrive en 2050 à la situation qui était la nôtre en 1850, c'est-à-dire au moment de la révolution industrielle. Donc, c'est considérable. Et quand on regarde ça à l'échelle individuelle, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le slide suivant, s'il vous plaît, l'empreinte moyenne d'un Français, elle est à peu près de 10 tonnes carbone. Et l'objectif, c'est d'arriver à 2 tonnes carbone à l'horizon 2050. Donc vous voyez, 8 tonnes de carbone par personne en moins. C'est énorme, en un peu moins de 30 ans. Et quand on regarde la part des transports là-dedans, eh bien aujourd'hui, on est à 2,6 tonnes et il faut qu'on arrive à 0 tonnes net. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on émette de carbone et si on en émet encore un peu, il faut qu'il soit compensé par des puits de carbone ou par d'autres systèmes. Voilà. Et donc, tout ça, il faut arriver à le faire et donc
c'est un grand effort, un grand saut à effectuer. Excuse-moi, je t'interromps une seconde. Et ça, tu nous parles de la France. Alors, j'imagine que c'est aussi une prise de conscience qui doit être mondiale également. Dans les échanges et tout, parce que là, c'est pas le sujet de ce webinaire, mais dans les échanges, les circuits courts, tout ça, c'est au niveau de la France, mais j'imagine que c'est quelque chose qui doit être, la prise de conscience est globale. Ah, complètement. Et puis, en fait, le secteur des transports, ailleurs dans le monde, c'est le deuxième secteur le plus émetteur. Donc, effectivement, le sujet est mondial. Et en partie dans tous les pays développés. Alors il y a un autre enjeu auquel il faut qu'on s'affronte, c'est celui de la santé publique, parce que en fait, le fait qu'on se déplace de plus en plus par des modes motorisés, fait qu'on bouge de moins en moins, et donc ça augmente notre sédentarité. Et ça veut dire plus d'Alzheimer, c'est prouvé désormais, plus de maladies cardiovasculaires, plus d'obésité. Donc on a intérêt à prendre ce sujet en compte, d'autant que la quantité de déplacements qu'on effectue a une incidence sur le taux de divorce. Ce qu'on voit, c'est que les très grands mobiles, en particulier dans le lien au travail, ont un taux de divorce qui est presque 2 fois plus important que les autres. Donc ça, c'est un sujet aussi de santé publique et de bien-être. Et puis, ce qu'on voit, et on a fait une enquête qui portait sur quelles étaient les aspirations des Français, et pas simplement, en fait, on a fait cette enquête dans 6 pays, mais le résultat est le même partout. On était impressionnés, 8 Français sur 10 souhaitent ralentir, c'est-à-dire reprendre le contrôle de leur rythme de vie, c'est-à-dire, en fait, passer plus de temps avec ses proches, sa famille, être moins dans le speed constant. Et puis, d'autre part, ça a une conséquence spatiale, c'est-à-dire qu'une personne sur 2 souhaiterait vivre en plus grande proximité au sens de passer moins de temps dans les transports, pas plus de 30 minutes. Et l'autre partie voudrait pouvoir vivre quasiment à l'échelle de son quartier, uniquement en se déplaçant à pied, en vélo. Donc on voit que là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que c'est un levier pour aller dans le sens de la transition écologique. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en termes d'aspiration, les gens aspirent à vivre dans des cadres de vie assez diversifiés. Donc il n'y a pas simplement la grande ville qui attire, mais en fait c'est tous les types d'espaces, l'espace rural, périurbain, la grande ville, la moyenne ville, la petite ville, voilà. Et puis le dernier point que je voulais indiquer, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un changement de rapport à la voiture aujourd'hui, puisque ce qui était avant une sorte de rite de passage à l'âge adulte, on devenait adulte en acquérant le permis de conduire, aujourd'hui a tendance à devenir quelque chose qu'on repousse. C'est une compétence intéressante, mais qu'on repousse le plus loin possible, vers l'âge de 30 ans, quand on commence à avoir des enfants très souvent, sauf peut-être dans les espaces périurbains ou ruraux, où là, l'accès à la voiture reste un vecteur d'émancipation pour les jeunes. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je rentre un peu, enfin, ça me rappelle les choses. J'ai vécu dans les années 70, pas 1870, mais les années 70. Et je me rappelle effectivement, c'était la course à la vitesse, le Concorde, le TGV. C'est vrai qu'on était tous, il n'y avait pas de télétravail forcément. Et donc, il y avait un peu cette course. Et là, c'est vrai qu'on sent qu'on a besoin, favorisé par les nouvelles méthodes de travail, tu as parlé du télétravail, on a besoin aujourd'hui de ralentir. On a besoin effectivement de trouver un nouvel équilibre. Alors justement, ça me fait penser en fait au rôle des entreprises. Si je comprends bien, en fait, puisqu'on a envie de ralentir, l'entreprise a un rôle majeur. Alors là, effectivement, tu as raison, un rôle extrêmement important à jouer, pour au moins 3 raisons. C'est qu'il y a 50% des émissions des entreprises elles-mêmes qui sont liées à leur mobilité de leurs salariés. Donc ça, déjà, rien que ça, c'est important. On a vu que la mobilité du travail représentait 40% de tous les déplacements. On voit que les deux choses sont connectées, très certainement. Et puis la troisième chose, c'est qu'en fait, la moitié des voitures neuves qui sont achetées chaque année, des 2 millions de voitures neuves qui sont achetées à peu près chaque année, sur un parc de 40 millions, en fait, sont achetées par les entreprises. Ce qui veut dire que les entreprises ont un rôle clé dans le renouvellement du parc automobile. Voilà. Donc pour ces 3 raisons, c'est très intéressant de s'intéresser à qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour réduire l'empreinte carbone, les émissions de carbone de leurs salariés, éventuellement même de leurs clients, de leurs fournisseurs, puisqu'il y a des outils pour ça aujourd'hui. Très bien. Là, je pense qu'on a posé le contexte. Là, tu vas peut-être nous parler effectivement du cadre légal. On parle de la fameuse LOM, la loi d'orientation des mobilités. Tu voulais peut-être faire un focus sur ces réglementations ? Voilà. J'aimerais un peu vous indiquer aujourd'hui à quoi est-ce que les entreprises ont affaire et qu'est-ce qu'elles doivent faire et qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Alors, une première chose, c'est qu'il y a une législation européenne qui a été passée et qui fait qu'en 2035, il sera interdit de vendre des voitures thermiques, c'est-à-dire au fioul ou à essence, avec une petite exception que les Allemands ont réussi à obtenir, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des carburants synthétiques, des e-carburants comme on dit, qui sont produits à partir d'hydrogène vert et de CO2. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces carburants sont à peu près 4 à 5 fois plus coûteux à produire que les carburants traditionnels. Et c'est quand même, grosso modo, les voitures de luxe qui pourront certainement en bénéficier. Porsche, Ferrari ont plaidé pour cette législation.
Alors ça, c'est quelque chose évidemment qui est très structurant, mais la loi d'organisation des mobilités, qui est une très grande loi, enfin qui se voulait une grande loi de réorganisation des mobilités, a prévu aussi un certain nombre de dispositions. Alors ces dispositions concernent par exemple le renouvellement du parc des voitures, puisque quand on a un parc automobile de plus de 100 véhicules utilitaires, eh bien les entreprises ont l'obligation de verdir cette flotte chaque année. Donc théoriquement, il fallait que 10% soit verdi en 2022. Je dis théoriquement parce qu'on sait qu'en réalité, cette obligation n'a pas été suivie par les entreprises. 20% du parc automobile à renouveler au minimum d'ici 2024, 35 en 2027, 50 à partir de 2030. Donc ça aussi, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est une obligation. Après, il y a quelque chose aussi qui a été renouvelé par la LOM, c'est le plan de mobilité. Alors, c'est pas en fait le plan de mobilité entreprise, c'est le plan de mobilité employeur. Mais on peut faire cette confusion parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, il y avait un plan de déplacement entreprise et puis un plan de mobilité entreprise. La LOM, désormais, parle de plan de mobilité employeur et prévoit que dans les entreprises qui ont plus de 50 salariés sur un site, la question de la mobilité doit faire partie des négociations. Et que si elles ne le font pas, elles doivent avoir un plan de mobilité employeur. Et ce plan de mobilité employeur, c'est un outil assez formidable, au moins théoriquement. C'est un outil de management qui permet d'améliorer la décarbonation de tous les déplacements, à la fois des salariés, mais aussi éventuellement des clients, des fournisseurs, et même pour le déplacement des marchandises. Et on peut s'intéresser au déplacement des salariés en leur proposant des modes alternatifs à la voiture, par exemple, ou des modes verts, une voiture verte, greenifiée. On peut avoir du transport en collectif, du vélo électrique. On peut réorganiser le travail, agir sur le développement du télétravail, le développement du coworking, la semaine de 4 jours, pourquoi pas. On peut même agir aussi sur la localisation des salariés, c'est-à-dire permettre qu'un salarié soit plus proche du site où il travaille. Donc il y a énormément de leviers qui sont possibles et je ne les cite pas tous, car en réalité c'est très très large dès lors qu'on va améliorer finalement la vie du salarié et qu'on va contribuer à décarboner l'entreprise et son bilan. Oui, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Oui, je voulais aussi parler d'un autre outil qui est un outil facultatif, qui est le forfait mobilité durable. Donc la LOM a créé ce forfait mobilité durable. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça veut dire qu'une entreprise peut donner à un salarié jusqu'à 800 € par an, si on inclut l'abonnement de transport collectif, 600 sinon, pour pouvoir, dès lors qu'il apporte la preuve qu'il se rend à son travail, par exemple en vélo électrique ou à pied ou en covoiturage. En tous les cas, quelque chose qui va permettre de réduire son empreinte carbone. Et l'avantage pour l'entreprise, c'est qu'elle peut sortir cette somme-là à la fois des cotisations sociales et de toute fiscalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore très peu utilisé par les entreprises. De la même manière, le plan de mobilité entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, il n'a pas un très grand succès à l'applaudimètre. D'après l'ADEME, il y a moins de 10% des entreprises qui l'utilisent aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de progrès à faire pour les entreprises pour se saisir de ces nouveaux outils. Merci Christophe. Juste pour vous rappeler, la loi d'orientation des mobilités, effectivement, tu l'as dit, c'est le fait de renouveler en pourcentage 10% en 2022, 20 en 2024, 40 en 2027 et 70 en 2030. Le parc automobile avec des véhicules dits vertueux qui font moins de 50 grammes de CO2 au kilomètre. Merci Christophe. Maintenant, écoute, un peu de prospective. Le futur, qu'est-ce qui nous attend maintenant, Christophe, concrètement? Alors, je ne sais pas si c'est ce qui nous attend, parce que je ne suis pas Madame Irma, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils qui soit peuvent être d'ores et déjà mobilisés, soit dont on peut penser qu'ils risquent d'émerger et qui risquent de s'imposer aux entreprises. Voilà, donc c'est une sorte de panorama. Il est en partie subjectif, mais je pense qu'il doit donner un peu une idée de ce à quoi les entreprises peuvent s'attendre demain. Alors, premier outil dont on peut parler, c'est le bilan carbone que les entreprises doivent réaliser. Donc, c'est une obligation du Code de l'environnement qui pèse sur les entreprises de plus de 500 personnes en métropole et 250 personnes en outre-mer. Donc, l'objectif, en fait, c'est progressivement, donc c'est dans une logique d'information. Il s'agit de quantifier toutes les émissions carbone de l'entreprise et je dirais que le champ de ce qui est couvert dans ce bilan obligatoire pour les entreprises dont j'ai parlé s'étend progressivement. Depuis 2023, on est dans ce qu'on appelle le scope 3, qui prend en compte justement la mobilité des salariés et même la mobilité des clients. Et ce qui veut dire que quand on prend en compte ce facteur-là et les autres qui sont couverts par le scope 3, ça représente, d'après l'ADEME, 75% des émissions carbone des entreprises. Donc on voit que l'enjeu autour
de ce bilan carbone est très important. Deuxième outil, c'est compte carbone des salariés. On voit que des entreprises se donnent les moyens d'évaluer les émissions carbone de leurs salariés. Alors, c'est souvent une manière de mieux comprendre comment sont émis le carbone dans leur entreprise, et en particulier par leurs salariés. Ça peut être une manière aussi de se mettre dans la position d'agir pour la réduire. Ça peut être aussi un outil tout simplement d'amélioration de leur image de marque. Troisième élément qu'on voudrait évoquer, que je voulais évoquer, c'est la comptabilité environnementale. Alors vous savez, la comptabilité, c'est un outil central dans la vie des entreprises. Ça leur permet de piloter en fait leur situation économique, de piloter leurs investissements. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'une comptabilité, c'est jamais qu'une représentation conventionnelle qui est définie socialement. À un moment donné, on en a changé il y a pas si longtemps. Hein. On a changé la manière de concevoir cette comptabilité. Et demain, on peut penser qu'on va prendre en compte vraiment la question environnementale et non plus en faire quelque chose qui est à la marge de la vie de l'entreprise, mais quelque chose qui est à son cœur même. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les impacts que l'entreprise aura sur l'eau, sur l'air, les émissions de carbone qu'elle va produire, la pollution qu'elle va émettre, tout ça va être comptabilisé au cœur même de la vie de l'entreprise par cette comptabilité environnementale et qu'il faudra qu'elle mette en face des actions de compensation ou des investissements pour réduire cet impact carbone. Et là, on voit bien que ça change totalement la vie de l'entreprise et de ses salariés et de ses actionnaires. Autre élément qu'on peut imaginer, c'est le rôle du télétravail, dont j'en ai déjà parlé, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on pense bien sûr à l'échelle de l'entreprise, comment on va organiser la vie du télétravailleur, éventuellement, mais à sa disposition des outils. Mais par contre, la question du rythme à l'échelle de la semaine n'est peut-être pas encore suffisamment pensée. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des gros problèmes de pointe le mardi et le jeudi. Peut-être que les entreprises ont un rôle à jouer, en accord avec les collectivités locales, les compagnies de transport, pour essayer de lisser en fait, ces pointes et organiser le télétravail des salariés différemment à l'échelle de la semaine. Autre élément qui nous paraît très intéressant et qui émerge d'ores et déjà dans certaines entreprises, c'est le crédit mobilité. Qu'est-ce que c'est que le crédit mobilité ? En fait, c'est le différentiel entre le prix d'une voiture de fonction auquel a droit un salarié et le mode de transport qu'il utilise effectivement. La somme d'argent ainsi récupérée par le salarié peut être utilisée pour ses autres mobilités professionnelles, autres que le domicile-travail par exemple, ou même pour ses déplacements personnels. Il la gère, cette somme, comme il l'entend, mais on voit bien que certaines entreprises qui nous en ont parlé l'utilisent aussi comme un outil pour mieux contrôler les mobilités professionnelles des salariés, et donc ça peut être aussi un levier économique pour l'entreprise. Et puis, d'autres choses, peut-être deux dernières choses que je voulais évoquer pour le futur, c'est d'une part le fait qu'on voit émerger aujourd'hui ce qu'on appelle des véhicules intermédiaires ou des véhicules légers, qui sont une sorte d'intermédiaire entre le vélo classique et la voiture traditionnelle. C'est des objets plus polyvalents que le vélo, donc ça peut être des vélos cargo, ça peut être des tricycles avec des panneaux solaires sur le toit et une protection. Ça permet de transporter parfois des biens, des marchandises, plusieurs enfants, etc., etc. Et ça pèse beaucoup moins lourd qu'une voiture, c'est plus sobre, puisque ça va jusqu'à 500 kg, et même on en a qui vont jusqu'à 800 kg. Mais c'est un facteur qui permet d'avoir une vraie diversité, qui peut être une alternative à la voiture traditionnelle. Et puis la dernière chose qu'il faut, selon nous, envisager, on a beaucoup travaillé sur cette question, c'est la question du rationnement. Vous savez que par exemple, Jean-Marc Jancovici, qui est très connu, il parle de la possibilité de rationner nos mobilités, ou nos consommations générales. Au Forum, nous, on a travaillé sur la question du rationnement. Le principe serait qu'on ait une carte carbone qui serait la même pour tous, puisque l'idée, c'est de ne plus être dans une logique où c'est en fonction de notre pouvoir d'achat qu'on peut plus ou moins se déplacer. Là, en l'occurrence, tout le monde a le même quota carbone à dépenser. Et puis, quand on va à la pompe pour prendre de l'essence ou quand on va prendre l'avion, eh bien, les émissions de carbone qu'on va émettre, en fonction du calcul qui est fait, va diminuer notre quantité de carbone et donc finalement limiter notre possibilité de nous déplacer. On est obligé de faire très attention, de beaucoup plus choisir nos déplacements. Ce qu'on a vu, c'est que c'est un rôle pédagogique très utile parce que ça permet de prendre conscience de son empreinte carbone et ça permet donc aussi de commencer à réfléchir sur la manière dont on peut la diminuer. Merci Christophe. Moi, je retiendrai un peu dans ce que tu as dit. D'abord, c'est l'action. Il faut agir, il
faut agir et maintenant. J'entendrai aussi effectivement que le télétravail est une solution efficace puisque mécaniquement, eh bien, on émet moins de CO2 puisqu'on se déplace moins. J'ai envie de parler aussi des fameuses zones à faible émission mobilité puisque ça, c'est un sujet qui fait débat encore aujourd'hui, oui. Mais que tu parlais des nouvelles mobilités moins lourdes, c'est peut-être effectivement dans le centre-ville et avoir ces nouvelles mobilités qui sont alternatives et peut-être que les ZFE-M vont pousser, en tout cas, améliorer ces conditions-là. J'en finirai juste en disant que, heureusement, il y a aussi la technologie qui nous aide, puisqu'on a de nouvelles batteries, de nouveaux carburants, que ce soit dans les airs ou sur Terre, hydrogène ou nouveaux carburants. Donc ça, mais on en reparlera lors d'un prochain webinaire, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on aimerait aborder, cette technologie qui va nous aider, qui va aider à aller vers les nouvelles mobilités du futur. Avant de passer aux solutions, Stéphane, moi j'aimerais qu'on a un client, Segos, qui s'est prêté au jeu et qui a en fait, c'est un client qui est en avance en termes de mobilité, en termes de RSE, en termes de mobilité durable. Et en fait, on a mis en place, enfin on a fait avec eux 2 petites vidéos et on aimerait vous les passer. Vous allez voir, c'est vraiment inspirant. Et dans la première vidéo, notamment, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir la stratégie notamment de Segos, mais également effectivement les 4 axes et les objectifs pour pouvoir diminuer l'empreinte de carbone. On regarde cette vidéo, on se retrouve juste après. Émilie Lazzari, gestionnaire paye et gestionnaire du parc auto chez Segos. Stéphane Torgeman, je suis responsable paye et administration du personnel et chef de parc de la société Segos. Bonjour, je suis Katia Maroufi et je suis responsable qualité et RSE pour Segos. Chez Segos, nous avons plus de 450 collaborateurs et plus de 800 si on intègre toutes les filiales du groupe Segos SA. Dès 2021, nous avons mis en place une démarche RSE pour le groupe Segos autour de 4 axes et 13 engagements. On a un engagement qui est de diminuer notre empreinte carbone et en face de cette diminution de l'empreinte carbone, on s'est dit comment on va faire pour diminuer. D'abord, on va commencer à mesurer. Donc, on a mis en place pour Segos un bilan carbone qu'on avait commencé à réaliser déjà en 2016, qu'on faisait régulièrement. Et puis là, cette année, en fait, en 2022, on a mis en place un bilan carbone, mais intégrant les 3 scopes. Et on s'est fixé un objectif de réduire notre empreinte carbone qui est égale à 2,5% d'ici 2026. L'entreprise est un acteur majeur pour jouer un rôle pour jouer un rôle sur la transition écologique. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler depuis un certain nombre d'années sur la mesure de notre bilan carbone. Et on a un président, pour vous montrer à quel point c'est important aussi pour nous, on a un président qui a été un des pionniers dans la sélection de sa voiture, en choisissant une voiture hybride, et il vient à vélo également, à chaque fois que le beau temps lui permet de venir à vélo. Je fais partie du groupe des ambassadeurs RSE. Le groupe des ambassadeurs RSE, c'est un groupe qui va communiquer auprès de tous les salariés sur la démarche RSE. Donc c'est vraiment un relais par rapport à Katia qui est la responsable. C'est une vidéo intéressante de Segos qui nous explique Segos, encore une fois, qui est avancé, qui a voulu témoigner et on les remercie. Stéphane, maintenant je me tourne vers toi, parce que là, depuis tout à l'heure, tu ne faisais pas grand-chose. Maintenant, je m'attaque un peu effectivement aux solutions avec toi. Est-ce que toi qui es en relation avec les clients, est-ce que ce sont des demandes qui sont récurrentes, que tu retrouves régulièrement, ces questionnements, ces volontés ?
Oui, évidemment, Raphaël, de plus en plus, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout à l'heure Christophe parlait des ZFE, ça va aussi dépendre de la typologie de l'activité de l'entreprise, de leur taille, de leur situation géographique, évidemment. Merci, mais concrètement, je suis une entreprise. Comment je m'y prends? Je commence par quoi? Enfin, c'est pas évident. Il y a de bonnes idées, il y a de bonnes initiatives, mais comment on cadence tout ça? Alors, la première chose, la toute première chose à laquelle il faut penser, c'est la prise de conscience. Évidemment, il faut avoir conscience de son impact carbone et il faut faire un bilan. Ensuite, on fera une analyse des données et une enquête auprès des collaborateurs et des conducteurs pour recueillir leurs habitudes de roulage, la proximité, est-ce qu'ils ont la possibilité de se charger ou pas. L'entreprise devra également revoir la politique de déplacement et enfin la mise en place de solutions de recharge. Merci Stéphane. Tout à l'heure, on l'a vu, tu en as parlé, effectivement, la prise de conscience est l'élément central. Peut-être que tu veux rajouter un mot, Christophe, sur cette prise de conscience qu'on doit avoir? Ce que je vois en tout cas, c'est qu'on avait fait une enquête en 2015, je crois, sur la manière dont les entreprises envisageaient la mobilité de leurs salariés, en particulier avec une vision du futur. Et on voyait qu'à l'époque, c'était un sujet dont elles ne souhaitaient pas trop parler, au sens où elles ne souhaitaient pas trop s'en occuper. Elles voyaient ça comme une question privée. Et quand elles réfléchissaient au futur, elles pensaient que le numérique serait la solution à tous les problèmes. Aujourd'hui, avec le Covid, l'émergence du télétravail, l'émergence de la question climatique, le fait qu'on en fait tous de plus en plus l'expérience, on voit que cette question des déplacements, de leur impact, sont de plus en plus à l'agenda des entreprises. Merci Christophe. Stéphane, moi, tu me fais saliver maintenant, j'ai vraiment envie que... Allez, tu m'expliques les étapes, allez, j'ai envie de dire en voiture, là, allons-y. Ouais, tu le vois sur la route qui est toute tracée. La première étape, c'est la définition des enjeux et des objectifs de l'entreprise. Est-ce qu'on va opérer une baisse de CO2 ou pas, comme le souhaite Segos pour 2026. Il faudra ensuite procéder à un diagnostic, évidemment, poser les bases, pour ensuite construire une nouvelle politique de déplacement qui intégrera une nouvelle policy qui devra être plus verte et qui devra surtout se caler sur les usages des collaborateurs. Le terme usage est vraiment la base de cette refonte de politique de déplacement. Il faut se caler à l'usage. Et enfin, l'accompagnement dans la conduite du changement, c'est encore une fois trouver des alternatives en termes de mobilité thermique, donc sur les mobilités électriques, hybrides, sur les bornes de recharge en entreprise, au domicile du collaborateur. Ce sont des prestations additionnelles. La mise en place de véhicules moyenne durée à la demande pour effectuer des déplacements plus longs que traditionnellement. Vous avez également la possibilité de former vos collaborateurs à l'éco-conduite, puisque changer de technologie et changer d'habitude de déplacement doit être accompagné par une formation. Obligatoire. Voilà. Et puis, comme le disait Christophe, la mise en place de solutions de mobilité durable avec tout ce qu'on a déjà évoqué. Alors, mais concrètement, quelles sont les solutions complémentaires au véhicule d'entreprise? Tu parles de solutions complémentaires. Tu peux m'en citer, s'il te plaît? Le forfait mobilité durable, cher à Christophe. L'autopartage, typiquement, partager son véhicule également. Et après, vous avez les solutions plus soft, le vélo partage, la trottinette électrique, vous avez la mobilité douce ou la mobilité active. Merci Stéphane, c'est beaucoup plus concret. Avant de continuer, de poursuivre, je vous propose qu'on retourne encore avec Segos, pour parler, tu parlais de forfait mobilité durable, donc là, en reparler avec eux, voir un petit peu ce qu'ils ont mis en place. Ça passe aussi par des nouvelles motorisations. Et ce que je vous propose maintenant qu'on voit à nouveau au travers d'une petite vidéo, on se retrouve juste après. Élément, je dirais, fondateur de toutes les actions qu'on a engagées aujourd'hui, depuis plusieurs années, c'est la mise en place du plan de mobilité entreprise, puisqu'on avait effectivement plus de 100 collaborateurs sur site, avec une analyse, donc un questionnement des collaborateurs sur leur déplacement, leur mode de déplacement, et ensuite un feedback a été donné sur cette analyse des déplacements et
d'engagement sur des nouvelles solutions que sont le FMD ou l'évolution de la carte policy. Notre conception, c'est vraiment d'accompagner le changement auprès de nos collaborateurs en les sensibilisant sur cette mutation qui doit s'opérer dans leur déplacement et en recherchant des mobilités qui soient de plus en plus flexibles et qui s'adaptent à leurs besoins. La stratégie, elle s'est déjà orientée sur une baisse du taux d'émission de CO2 dans la carte policy avec un taux d'émission de CO2 rabaissé à 120 grammes il y a 3-4 ans. L'introduction de nouvelles marques orientées sur les motorisations plus vertes, plus douces, donc hybrides électriques. Et en parallèle, donc pour couvrir le champ de tous les salariés Segos, pas que les bénéficiaires des véhicules de fonction, l'introduction du FMD, donc forfait mobilité durable, que nous avons initié l'année dernière. On l'a mis en place en 2022 avec une possibilité de rétroactivité sur 2021. En fait, le FMD au départ, donc forfait mobilité durable, au départ c'était un montant de 500 €. Le forfait donc peut permettre d'acheter un vélo. Donc un vélo électrique ou pas, une trottinette, une mobilité douce. Il va permettre aussi aux détenteurs de vélos d'avoir des indemnités kilométriques. On va aussi pouvoir rembourser des tickets à l'unité, donc les transports en commun, ce qui n'est pas possible d'être fait via la paye. Et on va aussi couvrir les frais du covoiturage. S'il y en a. Le FMD chez Segos est ouvert à tous les salariés, hormis ceux qui ont un véhicule de fonction bien entendu. Et effectivement, ça touche tous les collaborateurs, que ce soit en région parisienne ou en province. On a un recueil des informations par trimestre et on paye par trimestre via la fiche de paye. On a vu des partenaires qui nous proposaient des applications de l'aide sur toute la gestion, mais on a préféré garder en interne cette gestion. Aujourd'hui, c'est plus de 50 personnes qui l'utilisent et on a pu aider à l'achat de 18 vélos, je crois, et une dizaine de trottinettes. Cette année, le FMD a été élevé à 600 €. Donc on est assez fiers d'avoir pu augmenter ce forfait. Un deuxième témoignage intéressant de Segos, Stéphane. Écoute, j'aimerais qu'on avance encore, qu'on soit encore plus concret. Et que tu endosses un peu ton rôle Alphabet maintenant. Comment Alphabet peut accompagner dans cette transition? Quel est le rôle d'Alphabet? Comment Alphabet peut nous aider? Alors, dans l'accompagnement, dans la conduite de ce changement, Alphabet a développé une cellule consulting. Cette cellule consulting est dédiée à chaque client et elle va travailler autour d'une problématique bien identifiée dans justement cette conduite du changement énergétique. On va fonctionner en 5 étapes. On va d'abord avoir une phase de préparation avec nos clients pour vraiment définir les contours de cette approche. On va ensuite collecter les données. On peut équiper les véhicules de boîtiers pour justement analyser les déplacements des collaborateurs. On va analyser ces données ensuite et ça va nous permettre d'identifier certains collaborateurs ou l'ensemble des collaborateurs éligibles à ce changement de mobilité. On délivrera les résultats et notre analyse à notre client et on sera à leur côté pour implémenter et suivre l'évolution de tous ces changements. Tu me permets d'ajouter aussi le fameux Alphabet Business Club, puisqu'effectivement, Alphabet est à l'écoute de ses clients et qu'on organise, qui est organisé régulièrement, dans lesquels on fait réfléchir les clients à de nouvelles solutions, on partage avec eux. Je crois que c'est la meilleure manière de pouvoir avancer ensemble. Évidemment. Ok, c'est concret, mais moi j'aimerais qu'on arrive vraiment sur des cas. En fait, on a préparé 3 cas qui vont pouvoir vous aider parce que
au quotidien, vous avez ces questions. Au quotidien, vous roulez en véhicule thermique, que ce soit diesel ou essence. Et on a préparé 3 cas, des cas dans lesquels j'espère vous allez vous retrouver. Et vous allez voir que ces cas-là, dans ces 3 cas que tu vas nous présenter, Stéphane, eh bien, on passe d'un véhicule thermique à une solution plus vertueuse. Et qu'en fait, c'est pas si compliqué. On commence avec Anne, s'il te plaît. Anne, elle est consultante. Elle habite en agglomération et elle fait 50 km en moyenne par jour. Aujourd'hui, elle roule avec un véhicule diesel et elle travaille 5 jours sur 7 sur le site de son entreprise. Et ben demain, Anne, elle va pouvoir se mettre en télétravail. Elle va pouvoir décaler ses horaires de travail et elle pourra se déplacer en transport en commun pour aller en centre-ville, par exemple, utiliser un véhicule 100% électrique pour ses autres déplacements et profiter d'une trottinette, d'un vélo électrique, si le cœur lui en dit et si le temps le permet. Elle pourra se recharger en entreprise, évidemment, c'est la condition également. Et pour tous ces autres déplacements, elle aura des solutions alternatives. Et en mettant en application cela, elle pourra faire économiser à son entreprise 16 tonnes de CO2 par an. Tout à l'heure, Christophe en parlait. L'entreprise a un rôle fondamental dans cette économie de CO2. Ce qui est intéressant également, ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'elle était au départ à 50 km par jour. Il n'y a pas uniquement effectivement la transition vers le diesel, vers une mobilité électrique, mais il y a également, effectivement, elle roule mieux. C'est aussi ça l'objectif. Elle roule mieux, on en parlait tout à l'heure, Christophe. Elle roule moins, donc ça veut dire qu'elle roule mieux, c'est plus efficace. C'est important à bien suivre, parce que dans les exemples, à chaque fois, on verra qu'il y a l'optimisation aussi des déplacements. Louis, maintenant. Eh ben Louis, il est commercial itinérant. Je peux vous en parler, je connais bien ce métier. Il rayonne sur une grande région, plus de l'agglomération classique. Et ses déplacements fréquents lui font parcourir à peu près 150 km par jour. Évidemment, il roule en diesel aujourd'hui. Et demain, eh bien, c'est pareil. On peut remplacer son véhicule diesel par un véhicule électrique avec un système de recharge à domicile et en entreprise, ça va de soi. Il aura également la mise à disposition d'une carte de recharge électrique quand il fera ses déplacements sur les autoroutes. Et pour les grands déplacements qui nécessitent une autonomie plus grande, il bénéficiera d'un véhicule de moyenne ou de courte durée à la demande pour ces déplacements spécifiques. Et lui, c'est pareil, il va multiplier par 3 l'économie de CO2 par rapport à Anne. Il va faire économiser 48 tonnes de CO2 par an. Ce qui est intéressant dans cet exemple, l'exemple de Louis Legrand, c'est que au-delà de la transition des nouvelles mobilités, il y a aussi l'accompagnement d'infrastructures, les bornes de recharge, les cartes de recharge, la location courte durée qui peut servir effectivement lorsque on part en vacances et on a besoin d'un véhicule thermique par exemple. Donc ce sont des solutions à géométrie variable et qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place dans les entreprises. Donc ce cas-là me paraît très intéressant. On va finir par Damien. C'est le prénom qu'on connaît, ça, Damien. Ouais, Damien, il est technico-commercial, spécialisé dans la vente de cacahuètes en région rurale. Il a beaucoup de déplacements et il fait plus de 200 km par jour. Évidemment, lui aussi en diesel. Alors, 200 km par jour, c'est difficile de mettre un véhicule tout électrique, quoique. Mais aujourd'hui, on va considérer qu'il aura un véhicule hybride rechargeable, qu'il aura eu sa formation d'éco-conduite et qu'il pourra se recharger et à domicile et sur son trajet de déplacement professionnel. Il mettra en place aussi du télétravail et il fera ainsi économiser 40 tonnes de CO2 à ses clients. Ce qui est important, c'est que là, on le verra dans le prochain webinaire, je fais un peu de teasing aussi, excuse-moi, mais c'est vrai qu'on parle d'ici d'hybride rechargeable. C'est vrai que la technologie aussi, les capacités de recharge et les capacités de batterie vont augmenter. Donc tout ça, ça augure de bons jours dans le futur, en l'occurrence, parce qu'on aura des véhicules électriques qui pourront avoir une meilleure autonomie. Aujourd'hui, l'hybride rechargeable reste, en tout cas le cas de Damien, intéressant. Avant de conclure sur ce webinaire, eh bien, écoutez, Jamais 203, on a une autre vidéo de Segos. Là, ce qu'on va voir avec cette vidéo, c'est notamment
C'est toute l'approche où on écoute, on va écouter, on propose, on accompagne, mais également on fait appel à des ambassadeurs. Donc c'est toute l'approche intéressante. Et encore une fois, Segos s'est prêté au jeu et Segos montre bien son avance sur le domaine. On regarde la vidéo, on se retrouve juste après. La baisse du taux de CO2 qu'on avait initié il y a 4 ans, 3-4 ans, on va la poursuivre avec une recherche d'un renouvellement de flotte, principalement sur des véhicules hybrides ou full électriques. En complément de ça, notre souhait, c'est de pouvoir introduire des nouvelles modalités d'utilisation des véhicules avec un questionnaire auprès des collaborateurs pour vérifier ou pour leur faire prendre conscience de leur vraie utilisation du véhicule et potentiellement de proposer, vu qu'on a des petits rouleurs, un train de kilométrique relativement faible, peut-être de passer sur une location longue durée avec une citadine électrique, l'installation de bornes électriques, l'accès à des recharges facilitées, et en parallèle une location courte durée pour les déplacements le week-end et pendant les vacances. À partir de notre expérience, bien entendu, vous l'avez compris, notre souhait n'est pas d'imposer une mutation, le changement, mais plutôt de l'accompagner. Donc ça veut dire, la première des choses, c'est écouter les collaborateurs, donc être capable de voir quelles sont leurs motivations, leurs intérêts, faire naître aussi l'intérêt, donc les informer. Après, effectivement, l'écoute des collaborateurs, c'est de pouvoir les sensibiliser sur et leur apporter de l'information, de la connaissance sur quelles sont les modalités ou les multimodalités aujourd'hui de la mobilité. Alors bien sûr avec une recherche permanente de novation, donc de propositions de services ou de prestations complémentaires à celles que nous proposons déjà. Alors ça peut se traduire de façon très pratique. Quand on a mis en place le FMD, on a fait entre 12h et 14h à l'heure du repas une session de test de vélo électrique. Par exemple les trottinettes électriques, donc qui a remporté un franc succès et qui a permis d'accompagner le changement et l'introduction du FMD que nous avons enclenché derrière. Le troisième conseil qui nous vient là, effectivement, c'est bien de se dire qu'on est sur une démarche qui concerne toute l'entreprise. Ça peut pas être une démarche qui vienne des ressources humaines ou de la direction achat. Donc il faut pouvoir compter sur des ambassadeurs, que ce soit des salariés avec des fonctions comme chez nous d'ambassadeurs RSE. Ça peut être des managers. Bien entendu, si on a l'appui et le soutien de la direction avec une exemplarité sur ces sujets-là, c'est encore mieux. Et donc vraiment de se dire qu'on va accompagner ce changement-là avec des messages qui viennent régulièrement par différents canaux. Une troisième vidéo intéressante de Segos. On arrive à la fin de ce live alphabet, mais avant de passer aux questions, on aimerait, comme on le fait souvent, essayer de retenir 3 éléments clés, en tout cas 3 informations importantes à retenir. S'il n'y avait que 3 éléments à retenir, eh bien ce serait pour nous les suivants. D'abord, la prise de conscience. On en a parlé, il s'agit en fait... Il faut vraiment, c'est presque trop tard. Il faut y aller, quoi. Il faut avoir cette prise de conscience, il faut arrêter de repousser les échéances. Le train est parti, il faut quasiment monter en marche. On a vu qu'il y avait pas mal de bonnes solutions, mais il faut savoir les ordonner, effectivement, les classer. Il faut savoir comment on passe étape après étape. Donc, l'important, c'est de se faire accompagner. On ne peut pas démarrer seul, et d'où l'intérêt de se faire accompagner. Je me rappelle ce que tu as parlé en termes de consulting. C'est vraiment important de se faire accompagner. Mais enfin, une fois qu'on a conscience des enjeux, une fois qu'on s'est fait accompagner, il ne faut pas attendre, il faut agir. Et c'est l'action qui fera qu'on ne va pas louper effectivement les échéances. N'oublions pas que la fiscalité se durcit pour les véhicules thermiques. N'oublions pas qu'en 2035, il n'y aura plus de commercialisation de vente de véhicules thermiques, essence, diesel, modulo effectivement peut-être les carburants de synthèse, et il y aura aussi, on verra peut-être l'hydrogène, l'émergence de l'hydrogène, en tout cas pour le lourd et peut-être pour le léger, et l'évolution de l'électrique. Donc il faut agir. Ouais.
On passe maintenant, on a maintenant une session de questions-réponses, donc on y répondra avec grand plaisir. Je vais un peu les distribuer, hein, et je vais commencer par la première, c'est comment mettre en place un compte carbone. Christophe, c'est peut-être plutôt vers toi que je dois m'orienter. En fait, c'est des sociétés spécialisées, donc j'en ai pas en tête, hein, mais c'est des sociétés spécialisées vers lesquelles les entreprises peuvent se tourner et qui vont faire le calcul des émissions carbone des salariés. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se positionnent sur ce marché. C'est pas si facile que ça, parce que c'est toujours des systèmes de convention pour bien essayer d'appréhender la réalité. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs sur ce marché, donc les entreprises qui sont intéressées pourront, je pense, facilement trouver des interlocuteurs pour procéder à cette démarche qui est effectivement très intéressante et utile, ne serait-ce que pour prendre connaissance de la situation. Il y a aussi la compensation carbone, c'est peut-être pas forcément lié à cette question, mais il y a des solutions. Parce qu'en fait, le compte carbone, c'est vraiment d'abord un outil d'information pour savoir où on en est. Voilà. Après, ce qu'on en fait, ça dépend de l'entreprise. Elle peut en faire un outil pour agir, elle peut en faire un outil pour promouvoir sa vision engagée dans la transition, mais il n'y a pas nécessairement un lien obligatoire entre la prise de conscience, l'information et ensuite l'action qu'on peut déployer derrière. Donc de ce point de vue-là, ça me paraît être une démarche assez intéressante quand on est dans une logique justement où il s'agit de rendre de mieux comprendre où on en est, de mieux comprendre où en sont les salariés. C'est un premier pas, en fait, un premier pas très utile. Ça rejoint le travail que fait Alphabet avec ses clients, me semble-t-il, pour faire une démarche de diagnostic. Il s'agit au fond de bâtir une sorte de, on pourrait dire, de représentation, de cartographie finalement de la situation de l'entreprise. Et ensuite, à partir de ça, on décide si on veut agir ou pas. Dans tous les cas, on a une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus précise, beaucoup plus rationnelle de ce à quoi on a affaire. Intéressant comme démarche. Tout à l'heure, Stéphane, je me tourne vers toi à nouveau parce tu parlais d'éco-conduite. Effectivement, dans les 3 cas qu'on a vus, hein, les cas concrets qui, j'espère, serviront d'exemple pour vous demain, pour mettre en place les nouvelles mobilités. Mais ça sert à quoi, en fait, l'éco-conduite sur un véhicule hybride ou sur un véhicule électrique ? L'éco-conduite, ça sert à réussir sa transition. Tout simplement parce que tu ne peux pas conduire ton véhicule tout électrique ou hybride de la même manière que tu conduisais ton véhicule diesel. On n'accélère pas de la même manière, on ne freine pas de la même manière, on ne roule pas à la même vitesse. Et tout ça, ça s'apprend. Puisque depuis X années que tu conduis, tu as des réflexes, pas toujours les bons, sur la manière de conduire. Comment tu accélères, encore une fois, comment tu vas freiner, etc. Et la formation éco-conduite va te permettre de revenir sur les rails du comportement adéquat pour l'utilisation de ces véhicules. Il faut savoir lâcher l'accélérateur quand on est en ville, optimiser l'utilisation de la part électrique du véhicule. Typiquement, quand on est sur autoroute et qu'on arrive à 1 km de la barrière de péage, on lève le pied et on se laisse couler tout doucement. Donc ça nous fait économiser du carburant et donc des émissions de CO2. Et quand on repart de la barrière de péage, on n'appuie pas le pied à fond sur l'accélérateur, on y va crescendo. L'utilisation du régulateur de vitesse, typiquement, on va apprendre à l'utiliser pour justement réguler la consommation de carburant. Donc ces formations vont avoir aussi un impact sur la sinistralité, évidemment, qu'on peut avoir en entreprise avec le véhicule. Complètement, on apprend. Ce sont de nouveaux véhicules, ce ne sont pas des véhicules thermiques. On doit apprendre à les conduire de manière, effectivement, avec les éco-gestes liés à ces véhicules. On lâche la pédale, on accélère doucement et on profite aussi du couple des véhicules électriques. Et tu parlais de prise de conscience. La prise de conscience, c'est aussi ça, c'est modifier son comportement au volant. On a une autre question. Cette question-là, je l'attendais un petit peu. On va peut-être se la partager. C'est effectivement, on entend un peu de tout sur l'autorisation ou non des PHEV diesel dans les ZFE, bien que critère 1. Je ne suis pas sûr qu'un PHEV diesel soit critère 1. Pour moi, c'est critère 2. Il est critère 2. Il est critère 2, forcément. En tout cas, il est sûr et certain que les ZFE, les zones à faible émission mobilité, font débat. Et en fait, pourquoi elles font débat ? Parce qu'il y a une lutte, et je crois même que c'est la France Insoumise qui a déposé une motion de censure ou un texte, en tout cas, qui contre un petit peu
les ZFE en Paris, dans les grandes agglomérations, parce que le débat est entre le fait de moins polluer les centres-villes, mais en même temps d'exclure les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des véhicules. On n'est pas ici en train de juger, on pose le débat tel qu'il est aujourd'hui, et on peut vous confirmer qu'un véhicule diesel n'est pas critère 1. Même PHEV. Même PHEV, et qu'effectivement, pour l'instant, ce qu'on constate, attention, on n'écrit pas dans le marbre, mais ce qu'on constate, c'est que la plupart des villes, des grandes agglomérations, repoussent les échéances petit à petit, parce qu'ils ne savent pas comment prendre le sujet. Comment faire? Et même ce qu'on peut même rajouter, c'est qu'en réalité, le calendrier initial, qui est effectivement en train d'être discuté, d'être repoussé, ne s'intéresse pour le moment qu'aux véhicules de critère 5. Hein. Donc on est très très loin des critères 2, même que vous évoquez. Donc voilà, il y a une sorte de hype médiatique sur le sujet ZFE, avec des bonnes raisons, parce qu'effectivement, pour les personnes qui sont en dehors des métropoles, quand ils n'ont que des véhicules polluants, ça pose des problèmes d'accès. Malgré tout, ça concerne pour le moment encore qu'une toute petite partie des véhicules. Et les villes s'y engagent de manière aussi très différente. Certaines sont extrêmement prudentes, certaines disent qu'elles ne vont pas vérifier. Tout à fait. Ce qui va être véritablement fait par les conducteurs. Donc on est dans une situation qui reste assez trouble aujourd'hui. En fait, encore une fois, ça fait débat. Et pour l'instant, en tout cas, la position, c'est on repousse, mais à un moment ou à un autre, il faudra y aller. Comment faire lorsqu'une entreprise est dans un espace rural où il n'y a pas de transport en commun possible? Je pense que ça revient un peu à l'exemple de Damien ou de Louis, quelque part. C'est l'utilisation qui prime. C'est qu'en fait, pour l'instant, il faut être, pour l'occurrence, pour cette personne-là, soit avoir un véhicule électrique avec des mobilités alternatives, soit un véhicule hybride rechargeable, n'est-ce pas? Quand il n'y a pas de solution de transport en commun, on ne va pas demander aux collaborateurs de tous venir à pied, donc il faut bien leur trouver un moyen de déplacement. Donc le moyen de déplacement le plus rapide sera la voiture, mais pas la voiture forcément tout seul. La voiture en covoiturage déjà, la mise en place, pourquoi pas, de minibus pour aller à la gare, récupérer des collaborateurs qui sont venus en train un peu plus loin pour les déplacer sur le site de l'entreprise. Si on reste sur la voiture en tant que telle, développer des énergies alternatives, donc électriques ou hybrides. Des solutions, il en existe malgré tout. Merci Stéphane. Je reviens au fil des questions. Le véhicule utilitaire, qu'en est-il des véhicules utilitaires? Je me permets de faire cette remarque. Les véhicules utilitaires vont aussi mécaniquement suivre. Dans la LOM, il y a cette obligation de verdissement pour les motos, les autos et les véhicules utilitaires. Il faut savoir que la grande tendance aujourd'hui, c'est la livraison du dernier kilomètre. C'est d'avoir un peu le principe Amazon. C'est d'avoir en fait des véhicules qui, il y a des grands hubs, on les voit dans les campagnes. Et après, ces hubs sont fournis avec des trains ou des camions. Et après, ce sont des petits véhicules utilitaires et qui, de plus en plus, vont s'électrifier. Et je pense que c'est ça qu'on peut en tout cas annoncer sur le véhicule utilitaire. Ensuite, combien de temps pour faire un diagnostic avec votre cellule consulting, Stéphane? Alors, c'est une excellente question. Combien de temps? Ça va tout simplement dépendre de la problématique du client, de la taille de la flotte et du temps que le client aura à consacrer à nos consultants spécialisés pour faire cette analyse. Parfait. Je regarde un peu les questions. On n'a plus qu'une dernière question. Le temps est un peu court. On dit sur Paris, c'est pour demain, interdiction des diesels. Non, en fait, pas tous. Encore une fois, tu l'as dit, c'est en tout cas les plus polluants, oui, mais aujourd'hui, les critères 2, critères 3, ça a été repoussé, c'est pas encore pour demain. Oui, à ma connaissance, c'est vraiment on est sur le critère 5 pour le moment. Les autres ne sont pas concernés dans l'immédiat. Alors je sais que Paris, Toulouse ont envie de mettre en œuvre, par exemple, les ZFE. Rouen également. D'ailleurs, ils prennent des mesures pour faciliter la vie Ils essaient de prendre des mesures pour faciliter la vie de ceux qui n'ont pas les bonnes voitures, pour qu'ils puissent quand même se déplacer. Mais on est quand même assez loin, à ma connaissance, des critères 3, 4, même 2 et encore plus loin pour 2 et 1. Voilà, donc on va dire qu'il y a un calendrier théorique. Est-ce qu'il va être tenu? C'est pas certain. Le Sénat a fait une mission flash pour annoncer qu'il fallait essayer de repousser cette date. Qu'est-ce qui va être fait vraiment? Ça reste un peu pour le moment dans les tuyaux. Mais en tous les cas, c'est quand même d'abord les critères 5 qui sont concernés.
On arrive au terme de ce webinaire. Avant de conclure définitivement, j'espère que ce webinaire a été profitable, que vous allez pouvoir mettre en application les différents conseils et en tout cas que les cas concrets qu'on a évoqués, vous allez pouvoir vous en inspirer. Moi, je tiens à remercier effectivement toute l'équipe. Je tiens à te remercier Christophe, toi Stéphane, bien sûr Webikeo, le Studio 26, Estelle et Valérie, bien entendu. N'oubliez pas de noter ce webinaire et vous allez également recevoir un questionnaire de satisfaction et prenez le temps s'il vous plaît d'y répondre et vous pouvez également charger la présentation via un lien qui vous sera envoyé. Pour faire un peu de teasing, encore une fois, moi je vous donne rendez-vous en septembre, encore une fois, véhicules électriques, opportunités technologie, on va aborder ces sujets et vraiment pour que ce soit encore une fois de l'aide pour vous pour pouvoir faire cette transition et aller vers les nouvelles mobilités. S'affiche maintenant à l'écran effectivement nos contacts. N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions. On garde vos questions, on va y répondre plus tard, celles qui n'ont pas été répondues. Et moi, il me reste à vous remercier et à vous dire à très bientôt. Au revoir. Au revoir.